Doctorante de Muriel Plana sur le sujet représentation du temps dans les dramaturgies contemporaines, texte, musique, corps, Lucie Dumas est chargée de cours en recherche-création à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Elle est autrice de théâtre et a publié plusieurs textes aux éditions Vermifuge et Œil du Prince, tels que Les arbres gonflés, Sous les jupes du majordome, Errance ou Le syndrome de la page blanche et Chansons sous les néons. Elle prépare sa thèse sur les liens qui unissent ou désunissent théâtre et musique, adossée à sa pièce de théâtre musical L'heure qui dépasse, pour laquelle elle travaille en collaboration avec la compositrice et musicienne Lucie Dallet. Elle participe en tant que comédienne à plusieurs projets de création théâtrale au sein de l'UT2J, Le Parasite, Les 5 sortilèges, Faust Circuit. Elle est également l'autrice de plusieurs articles portant sur la recherche-création et ou sur le lien entre théâtre et musique. Après avoir effectué un mémoire de recherche en littérature comparée sur le sujet « Penser et représenter la catastrophe en littérature et au cinéma », Hiroshima, Nagasaki, Fukushima à Nantes Université, Corentin Lecor s'est orienté vers un doctorat en recherche-création littéraire entre l'Université Clermont-Auvergne et Nantes Université sous la codirection de Catherine Milkovitch-Rioux et Elisabeth Gaucher-Raymond. Sa thèse porte sur le sujet « Peur d'hier et d'aujourd'hui », lecture du Moyen-Âge de Serge Brussolo à la lumière de 2 légendes médiévales, suivie d'une réécriture de Robert le Diable et Richard sans peur. Actuellement, en 3e année de doctorat, il enseigne également la littérature comparée et la littérature médiévale à Nantes Université, tout en animant un atelier de création littéraire auprès des étudiants et étudiantes de 2e année. Il a notamment publié chez Chameau une revue d'études littéraires de l'Université Laval en 2021 qui s'intitule « L'incertaine réalité, rêves, illusions et hallucinations, dépasser les limites de la réalité », entretien avec le réalisateur Martin Villeneuve. Artiste, doctorant en communication à l'Université Paris 8, au labo CEMTI et ingénieur de recherche à l'école universitaire de recherche Artec, Fardine Mortazavi est également musicien, comédien, metteur en scène et chercheur en musicologie et en littérature. Il associe masques, ombres et marionnettes dans ses spectacles et tournées en France et en Europe. Le lien entre la poésie et le rythme est son principal thème de recherche. Aujourd'hui, avec son projet Recherche-Création Cyberombre, le théâtre dans les cavernes numériques, il ouvre une brèche de réflexivité sur les usages numériques par les jeunes et il est auteur du chapitre Cyberombre, repenser les nouveaux médias par le médium théâtre dans éducation critique aux médias et à l'information en contexte numérique. Actuellement, il élabore sa thèse Théâtre, un espace de distanciation pour aider les jeunes à penser leurs liens sociaux numériques, médiation sur l'usage des médias numériques sous la direction de Sophie Géel et Alexandra Semmer. Après un master en études théâtrales et un master en littérature générale comparée et francophone à l'École normale supérieure de Lyon et l'obtention d'un contrat doctoral en art du spectacle à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, Chloé Dubost est docteure à l'Université Clermont-Auvergne. Ses recherches, notamment sa thèse préparée sous la direction de Muriel Plana et Renaud Bret-Vitoz, portent principalement sur les dramaturgies relationnelles, contemporaines et de langue française, suivant une perspective socio-poétique. Elle s'intéresse aux écritures et aux spectacles de la migration, de la transculturalité et de la relation, au théâtre féministe intersectionnel, afroféministe, écoféministe et à l'éco-poétique, à l'interaction entre le théâtre, la musique et la poésie, ainsi que la recherche-création. Ils vont maintenant vous proposer une table ronde intitulée Ébullition qui abordera la question du doctorat en recherche-création. Merci. Oui, si je parle un peu en dehors du micro, c'est bon quand même? Ou il faut que je... Alors, il faut que je prenne ce micro-là ou... Non, non. Ah, comme ça alors, ça va? Ok. Merci beaucoup pour ces présentations. Je suis vraiment très heureuse d'animer cette table ronde et de vous proposer donc un temps spécifique
spécifiquement consacré aux jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, au parcours en doctorat de recherche-création, pour peut-être continuer à défricher ensemble des questions relatives à la formation en master et en doctorat en recherche-création. Je pense que cette table ronde, enfin j'espère en tout cas que cette table ronde va être particulièrement utile pour notre projet de publication ensuite, pour notre projet de manuel ou d'anti-manuel en formation à la recherche-création, puisque ça va vraiment être l'occasion de commencer à collecter vos différentes expériences, peut-être vos difficultés, à révéler les endroits de la formation qui mériteraient éventuellement d'être clarifiés en termes de cadre, d'attendus, de méthodes, enfin voilà, on verra tout cela ensemble. Et je trouve ça d'autant plus intéressant de vous réunir tous les trois, puisque, comme on l'a vu lors des présentations des étudiants et des étudiantes, vous venez d'endroits différents. Donc on pourra confronter peut-être les points communs, les différences entre les parcours de recherche-création à l'université, donc Toulouse-Jean Jaurès pour Lucie, l'université Paris 8 pour Fardine et l'université de Nantes et de Clermont-Ferrand pour Corentin en codirection. Voilà, peut-être qu'il y a des différences en termes de critères d'évaluation, de cadre. Voilà. Ce sera vraiment assez riche que vous puissiez confronter vos différentes expériences. Et pour terminer ce petit mot introductif, je suis aussi très heureuse de vous réunir puisque vous êtes chacune à des endroits assez différents en recherche-création, donc c'est complémentaire. Donc écriture littéraire, relecture médiévale pour Corentin, si je ne dis pas d'erreur, mais tu pourras nous en parler davantage. Écriture dramatique et ses liens avec l'écriture musicale pour Lucie, et écriture scénique, musicale, en lien avec des questions relatives au numérique pour Fardine, donc c'est très riche. Et on verra si ça se confirme, mais j'ai l'impression que Fardine, tu es aussi à un endroit assez particulier de la recherche-création, puisque ton sujet de recherche a une visée sociale peut-être un peu mieux définie que... enfin voilà, en tout cas déterminée, qui est vraiment déterminante pour ton sujet de recherche. Voilà, alors pour ouvrir cette table ronde, j'aimerais poursuivre les réflexions initiées ce matin, notamment par la conférence de Muriel Plana autour de l'articulation possible entre recherche et création. Muriel nous a parlé de dialogisme et... après quelques lectures, je me suis rendu compte que des chercheurs-chercheuses avaient tous et toutes une façon différente d'aborder, une métaphore différente pour représenter cette articulation entre recherche et création. Certaines parlent de synergie, d'articulation, de va-et-vient, de zigzag. En art plastique, Jean Lancry parle d'étoile. Il utilise la métaphore de l'étoilement pour parler de ces allers-retours entre expérimentation artistique et théorique. Et donc je me demandais, vous, dans votre parcours doctoral, comment est-ce que vous vivez cette relation entre recherche et création, comment vous la travaillez, donc, inconsciemment ou non, hein. Peut-être un peu plus simplement, est-ce que l'une des deux activités prime sur l'autre? Est-ce qu'on attend de vous que vous vous consacriez à égalité à la recherche et à la création? Voilà, question un peu ouverte pour commencer. Voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, mais... Si vous voulez, je commence, d'accord. Oui, évidemment, moi j'ai commencé d'abord par le théâtre, quand j'ai commencé par un master en littérature pour travailler sur le sujet sur lequel je travaillais. Et le sujet, comme on l'a rappelé, c'était médier aux usages du numérique par le théâtre. Et ça, je le fais avec notre compagnie de théâtre depuis 2011. Mais il me manquait beaucoup de choses pour déterminer qu'est-ce que c'est que cette question, qu'est-ce qu'on peut apporter comme médiation. Puisque quand on médie, quand on transmet quelque chose, il faut savoir de quoi il s'agit. Tout d'abord, quand j'ai commencé par faire des simples ateliers de théâtre, très rapidement, je me suis rendu compte que le côté sacré artistique, quand on imagine, ne peut pas être suffisant. Puisque on peut dire, voilà, par le théâtre, on pourrait s'ouvrir, on peut écouter, on peut développer son corps, le mouvement, et puis en opposition, en contrepartie d'une activité purement numérique. Mais cela ne suffisait pas. Donc c'est pourquoi j'ai entrepris un master de recherche en littérature, texte et images, justement, pour m'apporter des choses. Et après, j'ai enclenché sur un travail de thèse.
bien évidemment, j'ai une pression donc, par ma direction, mes directrices qui me disent « Fardine, il y a un moment, il faut que tu finisses par écrire. C'est-à-dire qu'il faut faire le travail, la partie de la recherche. Ce qui est évident, puisque par mon métier, par mon côté, les mains dans le cambouis, je n'arrête pas de continuer d'enchaîner année par année les différentes, les différentes études du terrain qui sont, on rentrerait plus en détail, qui sont des résidences de théâtre avec des jeunes. Donc j'enchaînais, mais on en parlera. La particularité de ce que je découvre au bout de 5-6 ans, c'est que maintenant, je ne peux pas séparer recherche et la création. Alors je vous laisse aussi la parole. Je ne pense pas qu'il soit, parce que j'ai entendu aussi qu'on parlait qu'on n'est pas sous une pression schizophrénique entre les deux. Il faut faire l'un ou l'autre. Il y a tout un processus de vie qui s'instaure, qui relie les deux à la fois. Donc, moi, je parle de la complexité, plus un lien intime qui est entre les deux, qui est incarné par le chercheur, créateur à la fois. D'accord. Oui, donc c'est vrai que moi j'ai un parcours assez différent du tien, Fardine, dans le sens où je viens vraiment d'un master recherche plus classique, comme vous l'avez dit plus tôt, un master en littérature comparée, donc il n'y avait aucune perspective de création à l'intérieur de ce dernier, de prime abord. Donc j'arrive neuf, je n'ai pas de pratique d'écriture derrière, la pratique d'écriture est à découvrir avec le parcours en recherche-création. Donc ce qui suppose une temporalité vraiment particulière aussi, et ce rapport que tu as avec ta propre œuvre, je ne pouvais pas l'avoir de fait parce que je n'avais pas d'œuvre. Ce qui rend les choses aussi intéressantes, mais comme le disait notre confrère québécois plus tôt, c'est vraiment l'idée aussi de construire son avion en plein vol. Alors moi je l'avais plus envisagé comme un saut à l'élastique. Je n'avais pas encore de corpus établi lors de mon inscription en thèse. Je n'avais pas d'œuvre au préalable, donc c'était, et c'est ce qu'on m'a dit à mon premier comité de suivi, un peu casse-gueule pour dire les choses familièrement. Mais en fait, c'est aussi tout ce qui fait la richesse de la recherche-création, c'est cette découverte permanente, alors la découverte de soi. On est beaucoup arrivé en littérature justement en voulant se découvrir soi-même par le prisme des livres, donc c'est pas une si mauvaise chose. Et ça a permis de défricher aussi. Donc la première année de thèse a été une année pour revenir sur la temporalité dont tu parlais, Chloé, a été une année vraiment de défrichage, de recherche de corpus, sachant que la partie recherche théorique, et c'était intéressant qu'on en parle ce matin, avait été plutôt balisée en master-licence. Donc ça veut dire tout ce qui va être Barthes, Genette, etc., tous les obligés un peu du parcours en littérature, étaient déjà balisés pendant ces années de licence et de master. Mais donc voilà, donc première année de défrichage, et après ma directrice m'a effectivement dit, comme ça a été ton cas, mais moi c'était plutôt sur la partie création, qu'au bout d'un moment il fallait écrire. Là ça a été la peur panique, la tentation de l'abandon. Et puis finalement, pendant un an, j'ai écrit, en tout cas essayé, et c'est venu en fait en cours de route. Et maintenant, effectivement, les choses s'articulent, dialoguent entre elles. Et il est impossible de penser le volet créatif sans le volet recherche. Mais on reviendra peut-être sur la forme après. Chloé, je crois que c'est prévu. Donc voilà, une temporalité encore très différente du fait que j'arrive plutôt en tant que chercheur qui découvre la pratique d'écriture que le contraire. Oui, c'est intéressant parce que vous avez un parcours quasiment inverse. Fardine, la création a été aboutie et maintenant il te manque le volet recherche. Et Corentin, tu viens vraiment de la recherche et il te manquait c'est d'être jeté dans l'espace de l'écriture, pour reprendre ce qu'on a dit, la métaphore de ce matin. Et donc Lucie, est-ce que toi tu es à l'intersection ou pas? Comme tu veux, vas-y, prends mon micro. Je pense que ça a été plusieurs étapes. Déjà, le master écriture dramatique et création scénique, moi, c'était mon premier contact avec la recherche-création. Et je pense que j'étais venue quand même en master pour le mot écriture dramatique. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait attrapée, puisque j'avais déjà écrit une pièce avant. Et donc, j'avais une pratique de l'écriture plutôt poésie et théâtre. Enfin, j'avais écrit une seule pièce, donc j'avais une petite expérience de l'écriture dramatique.
Et je pense que je savais pas trop ce que c'était que la recherche-création quand je suis arrivée en master, et je l'ai découvert en fait durant ces 2 années de master, avec toutes les erreurs, etc., enfin entre guillemets, qu'on peut faire aussi quand on... Enfin voilà, mon premier mémoire par exemple en M1 ressemblait plus à un carnet de création avec toutes mes inspirations, mon processus de création, etc., plus qu'à une vraie recherche-création. Enfin, où je pense que j'ai passé un peu plus le cap en M2 en fait. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a permis aussi de comprendre, enfin, je crois que je continue à comprendre petit à petit aussi ce que c'est que la recherche-création, et finalement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on construit aussi, comme on l'a dit ce matin, aussi en faisant, etc. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est notamment des échanges avec des étudiants de master, puisque j'interviens dans le master dans lequel j'étais étudiante en écriture dramatique. Et c'est en discutant avec les étudiants qui sont très souvent aussi dans ces mêmes questionnements que vous, qu'est-ce que c'est que la recherche-création, on ne comprend pas bien, comment ce geste il peut être effectif, est-ce que ça ne va pas nous bloquer pour écrire pour écrire des choses créatives que de faire de la recherche, comment ma création va répondre à ma recherche, et donc toutes ces questions-là, en fait, ça m'a amené, je pense, petit à petit à me dire, en discuter avec eux aussi, à leur dire, à les rassurer d'un certain point de vue sur ces inquiétudes, en fait, parce que c'est quand même souvent c'est vraiment des craintes et des inquiétudes assez fortes. Et de les rassurer sur la question de l'erreur et de l'échec qui, à mon sens, fait partie, en fait, c'est très fécond, en fait, on perd jamais son temps à se tromper, à changer de sujet, et oui, parfois, faire de la recherche, ça peut bloquer dans l'écriture, moi je pense que ça a été mon cas aussi à un moment, mais en fait, ça va revenir, je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Mais c'est des difficultés qui sont, je crois, inhérentes à cette méthodologie-là, et qu'il faut affronter et dont il faut se servir aussi. Essayer de les attraper par le haut, quoi. Et souvent, quand je discute de recherche-création avec les étudiants, je prends l'image des 2 territoires ou des 2 lacs. On se plonge ou dans deux mares de boue, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais on se plonge à un moment dans un des bains et on en ressort plein de cette matière de recherche ou de création, et ensuite on va aller dans l'autre bain et en fait on va toujours être un peu recouvert de l'autre bain, quoi. Et je crois qu'il y a de ça, il y a une forme d'imprégnation, mais sans rentrer dans une confusion, puisque c'est quand même 2 activités différentes qui ont leur spécificité, mais on est toujours imprégné de l'un ou de l'autre, quoi. Et puis on est transformé aussi par ça. Et je crois que finalement c'est un peu ça aussi en tout cas que moi j'essaye de fonctionner comme ça, c'est de laisser sa création se faire transformer par la recherche, et de laisser la recherche se faire transformer par la création. C'est peut-être un peu bateau dit comme ça, mais je crois qu'il y a cette question de la transformation, de la nouveauté aussi, comme tu disais, je sais plus si c'est toi ou Fardine, sur arriver avec un regard un peu neuf à chaque fois aussi sur les choses. Donc, je sais pas si c'est... Oui, juste pour rebondir sur quelque chose que je trouve très intéressant, c'est le fait que tu dises que les difficultés d'échec, de trouver un nouveau sujet, de changer, sont inhérentes à la recherche-création. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi les théoriser, je pense. Dans un travail de recherche-création, quand on fait une erreur, en fait, c'est une expérimentation. Donc, il faut la théoriser, il faut l'ancrer dans des choses qui ont déjà été faites, dans des choses qui ont déjà été dites, essayer de voir au reflet aussi de la littérature critique, théorique. C'est pour ça que je vais beaucoup citer Barthes, mais Barthes n'a fait que ça. Si on lit quelques fiches de son grand fichier, c'était beaucoup d'échecs dans des travaux d'écriture, dans des projets.
Et en fait, il réussissait à théoriser ses échecs, et c'est ça qui est devenu aussi une œuvre au bout d'un moment. Et je crois que la recherche-création peut porter cet intérêt-là aussi. Ça fait voir les coulisses de la création, mais aussi de la recherche, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je la conçois. Si je peux rajouter dans la même chose, quand j'ai parlé de schizophrénie qui ne l'est pas, et puis toi tu disais que c'est bien distinct, évidemment, c'est les deux à la fois. Et puis les deux à la fois, et je reprends ce terme d'échec. Les premières années de mon travail de thèse, j'étais dans cet aller-retour entre recherche et aller chercher, voir les différentes bases théoriques, mais je cherchais des bases théoriques pour confirmer mon point de vue. Et c'est au bout de quelques années que maintenant, en fin de parcours, quand je vois que là, ça ne marchait pas, quand je faisais ça, quand je parlais, et ça ne fonctionnait pas. C'est là où je commençais à sortir de mon point de vue et changer du point de vue. Et je pense que c'est une des finalités de la recherche, l'apport de la recherche, c'est ce changement de point de vue. Ce qu'on a fait en XVe siècle, à l'époque des Lumières, on commençait par le changement du point de vue, que l'homme n'a pas, il n'y a pas un seul point de vue. Ou bien, je peux donner l'exemple de Picasso. Quand vous regardez l'œuvre de Picasso, quand vous allez regarder les dessins dans les grottes, il a fait des recherches pour ça. Donc pour changer son point de vue, pour modifier son coup de trait. Donc voilà, c'est pas une inspiration, mais c'est une recherche qui s'est alliée dans ce travail artistique. Et dans cette lignée-là, toujours pour désacraliser recherche et création, je le ramène sur l'artisanat. Comme on travaille dans toute compagnie de théâtre ou dans tout travail artistique, il y a un artisanat, il y a la main qui pétrit l'argile. Mais sauf il y a une différence. L'artisan, connaît sa finalité, que c'est une poterie. Mais le chercheur, l'artiste, il ne sait pas, ou le chercheur ne sait pas sur quoi il va aboutir. C'est un peu pour revenir sur le déterminisme du début qui m'enfermait dans mes croyances. Je ne sais pas si c'est pas alambiqué. Oui, non, merci beaucoup, c'est très intéressant. En vous écoutant, je me demandais pourquoi en recherche académique, on ne théorisait pas l'échec ou alors on lui laissait... on en rendait très peu compte, à part éventuellement à la soutenance, on peut en dire un mot, des pistes qu'on a appris et qu'on a finalement abandonnées. Mais je pense que c'est parce qu'en recherche-création, l'échec est justement le fruit de l'articulation entre recherche et création. Donc l'échec permet déjà de montrer quelque chose qui est intéressant à conceptualiser et à théoriser. J'ai l'impression que c'est ça, en tout cas. Et sinon, moi, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose que tu as dit, Fardine, parce que tu avais l'air de dire que tu travaillais la recherche et la création vraiment ensemble, que c'était quelque chose d'important pour toi, de cette synergie. Et en même temps, pour le moment, si j'ai bien compris, tu n'as pas encore écrit la partie recherche, alors que la partie création est aboutie et jouée depuis plusieurs années, c'est ça ? Non, ça c'est au milieu de parcours que j'ai eu la pression sur les choses. Si j'ai accompagné, et puis, comme je disais, les bases théoriques, c'est-à-dire les théories, par exemple, par rapport à mon sujet numérique, les théories de dispositifs de Foucault-Agamben, sur le côté l'espace transitionnel de Winnicott, que je suis allé chercher des références, des pensées qui pourraient enrichir. D'abord, je cherchais des choses pour confirmer ce que j'avais sur scène. Mais après, tout doucement, j'ai décalé et je suis allé vers d'autres littératures aussi qui allaient me déplacer dans ma pratique de création. D'accord. C'est un peu ça, ces allers-retours à la fois. Non, mais je finis par écrire. D'accord. Oui, c'est intéressant parce que... oui, sur la place de la recherche, parce que là, quand je t'entends, j'ai l'impression que la recherche, c'est un moment aussi qui te permet de créer, mais un moment presque d'enquête, de laboratoire, d'expérimentation pour créer. Mais est-ce qu'après, tu as un moment où tu vas théoriser ta création ? Ou est-ce que tu l'as déjà fait ? Un retour réflexif, théorique sur ce que tu as créé ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fin de compte, ce que je fais...
pour parler aussi de la forme de création que je réalise, peut-être ça élucide la question, c'est que c'est le sujet du numérique, donc il ne s'agit pas de prendre une recette pour dire il faut faire ça, il faut éteindre votre téléphone pendant que vous êtes dans l'amphi, il ne faut pas écouter Elon Musk, etc. Non, c'est pas... De quelle manière? Puisqu'il y a tous ces côtés prescriptifs qui est là, qui envahit, qui nous... Ils n'amènent pas à une réflexivité critique. Donc, que ce soit dans une école primaire ou jusqu'au niveau master, les choses qu'on a faites et puis qui s'est élaborées au fur et à mesure, d'abord, le public fait une enquête, on les accompagne, on ouvre la question, qu'est-ce que c'est que le numérique? Qu'est-ce que c'est que la technologie? Comment il apporte le feu, l'écriture, etc. Comment il modifie notre rapport avec la vie? Après, ils sont amenés à écrire des récits scéniques. C'est là où il vient sur la littérature, sur l'écriture. Et ces écritures sont menées aussitôt sur scène, en contrepoint de nos activités numériques qui n'intègrent pas la corporité. La scène permet d'intégrer les relations affectives et corporelles. Et on fait un sommet de résidence pour créer ensemble donc d'autres rapports, pas isolés, mais il y a un côté collectif. Et en finale, après, on fait le bilan. Et pour revenir sur les questions de la recherche, question méthodologie de recherche, purement recherche, la base théorique m'a aidé à construire le côté déductif de la question, c'est-à-dire dire sur quoi je porte la question. Après, le récit scénique est devenu mon corpus principal. Et là, je suis en train de coder, sortir des thèmes. Je regarde qu'est-ce que tous ces publics, il y a peut-être plus de 800 personnes qui sont passées sur scène dans ce projet. Et je suis en train d'analyser, regarder qu'est-ce qu'ils m'apportent. Ah, j'ai oublié de parler d'harcèlement. Et comment eux, les jeunes, ils voient l'harcèlement sur les questions. Ah, j'ai oublié cette vision-là. Et ça, c'est le côté donc inductif qui va induire. Là, je suis en train de faire le mariage entre ces deux parties. C'est-à-dire un côté déductif dans le processus qui va permettre d'ouvrir les questions sur le terrain et un côté déductif et un côté inductif par le corpus même qui enrichit. D'accord. Ok, merci beaucoup. Pour poursuivre sur cette question de l'articulation entre recherche et création, peut-être un mot sur ce qui est attendu de vous. Est-ce que vous devez rendre, là, en l'occurrence pour votre doctorat, un mémoire de recherche et une création artistique, ou est-ce qu'il y a un endroit où on vous demande de penser vraiment les deux? Lucie, Corentin. Oui. Il faut rendre un grand tout. Ça, on met vraiment l'accent dessus. Il faut vraiment que l'articulation soit visible dans la production finale. Donc c'est là que le tiret de la recherche-création prend tout son sens. On m'avait quand même fait comprendre, je fais attention parce qu'il y a la directrice juste devant, qu'il y avait bien quand même un volet créatif et un volet de recherche. Après, pour l'articulation, c'est aussi à nous de la trouver. Il faut réussir à trouver la forme que ça va prendre. C'est pour ça que le manuel dont on parlait ce matin ne pourra pas non plus être figé, parce que l'intérêt de la recherche-création, c'est de réussir à trouver notre propre forme, la forme qui correspond le plus à notre geste. Vous avez parlé de geste tout à l'heure, au geste du chercheur. Donc moi, j'ai trouvé ma forme au bout de 2 ans de recherche, après beaucoup de lectures théoriques et beaucoup d'expérimentation. Et pour le coup, j'ai décidé alors je l'ai bien sûr soumise à mes directrices, mais j'ai décidé une forme où il y aurait effectivement un volet créatif et un volet recherche, mais dans laquelle la réflexion sur la création et la réflexion sur la recherche seraient présentes dans des sortes d'intermèdes dans la partie théorique qui reviennent justement sur l'émergence d'une idée. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Ce qui me permet de rendre hommage à David Lynch, parce qu'il a beaucoup théorisé justement cette trouvaille des idées, la manière de les faire émerger, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ce travail de recherche-création fait émerger des idées
Et d'où viennent ces idées? Est-ce qu'elles viennent plutôt de la recherche théorique? Est-ce qu'elles viennent plutôt de la pratique créative? En fait, les deux. C'est l'idée d'aller-retour dont tu parlais, Lucie, ce midi. Je rebondis sur notre table ronde du déjeuner, pour le coup. Mais voilà, et du coup, ça permet forcément de penser aussi la mise en scène du chercheur, son geste de chercheur, et ça me permet d'avoir une espèce de forme de journal qui est incorporé dans la théorie, qui répond aux enjeux de la théorie, mais qui vont aussi répondre à ceux de la création. Et je traite un peu de tout ce qui m'inspire, donc du réseau d'influence. Tu parlais tout à l'heure des inspirations. C'est vraiment ça, c'est l'idée des réseaux d'influence. Alors, autant mes lectures que les rencontres que je fais à l'université. Là, il y a vraiment l'idée de mettre en scène aussi les coulisses. Donc, alors, en doctorat, c'est particulièrement riche. Peut-être en master, il y a moins l'occasion d'avoir des colloques ou des journées d'études où vous rencontrez des chercheurs ou des chercheuses. Mais nous, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes et on va forcément avoir un impact sur notre recherche et sur notre geste. Donc moi, j'essaye de mettre en scène cela, justement. Et j'ai mis ça en place en septembre dernier. Et en janvier a été publié un texte de Vincent Lesnay qui s'appelle « Tribulation d'un chercheur en littérature », qui m'a un peu piqué cette idée ou qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Mais en fait, c'est très intéressant parce que ça veut aussi dire qu'on est sur une piste fertile, au moins. Donc voilà, pour la question de la forme en tout cas. Ok, merci. Oui, Lucie. Sur la question de la forme vraiment de la thèse, et je pense que c'était aussi des questions que je m'étais posées plutôt en Master 2. Peut-être pour revenir un peu légèrement en arrière, c'est que, pour expliquer un peu d'où je parle, c'est que donc, j'ai écrit une pièce de théâtre musical, en tout cas, la manière dont je travaille, c'est vraiment écrire le texte avant de passer au plateau. Je sais que, il y a d'autres auteurs ou metteurs en scène qui travaillent autrement, plutôt dans l'écriture de plateau, ce genre de choses. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir terminé en fait mon texte avant de faire une quelconque répétition avec mon équipe de comédiens et comédiennes. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que donc je ne suis pas du tout musicienne, et en fait, c'est aussi ça qui m'intéresse, cette collaboration, en n'étant pas du tout spécialiste moi-même et en travaillant avec une musicienne qui n'est pas du tout aussi comédienne, qui s'intéresse beaucoup à cette question de la musique vivante, de la musique sur scène, mais donc on part toutes les deux un peu, on se rencontre au milieu, quoi. Et donc l'idée, c'était vraiment pas de lui donner un texte et puis qu'elle compose, ou pas qu'elle me donne des musiques et que j'écrive, mais vraiment qu'on avance ensemble, en fait. Donc pendant que moi j'écrivais ma fable, où j'avais quand même quelques idées contraintes de départ que je m'étais fixées. Et puis il y avait de toute façon cette envie de travailler autour du temps et autour du lieu de la gare. Donc il y avait ces deux objets-là. Et donc on a avancé ensemble en fait avec cette musicienne où donc il y a eu toute cette phase de composition et d'écriture. Et où par ailleurs, je continuais à lire et à étudier mon corpus. Donc tout ça a été, oui, les 3 premières années de la thèse. Je suis en 4e année. Et donc effectivement, la question de la forme à un moment de la thèse se pose, de comment... je pense que, en tout cas, moi, j'ai un désir quand même de pas séparer les deux dans la thèse, c'est-à-dire de pas avoir une première partie entièrement sur le corpus et une deuxième plus sur ma création. Et j'ai envie de penser les choses de manière plus organique, entre guillemets, d'arriver dans mes grandes parties à aborder ma création un peu partout. En tout cas sur les points vraiment de recherche qui me semblent... Mais la question, c'est... à la fois, il y a ce désir de mélange et en même temps, ce risque de tout confondre, en fait, qui est quand même présent. Donc, c'est arrivé à trouver un équilibre un peu entre ces deux choses-là. Et à ça s'ajoute la question de la mise en scène, puisque je vais mettre en scène au moins une partie de ce texte-là. Et ce qui me semble important, c'est à la fois de savoir à quel moment j'analyse le processus de création, donc tout le travail qu'on a fait avec la musicienne,
et tout le travail de mise en scène que je suis en train de faire, qui n'est pas encore terminé pour le coup là. Donc c'est aussi analyser quelque chose qui est en train de se faire, mais aussi arriver à intégrer cet objet dans mon corpus avec le recul, en fait, d'arriver à le regarder d'un point de vue esthétique et à en faire une analyse, en fait, en m'extrayant de ça, quoi. Enfin, en analysant pas que le processus de création. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est aussi difficile. Et comment injecter ces choses, enfin, comment organiser ces choses-là, en fait, dans un plan de thèse. Pour moi, ça reste encore un peu en construction, enfin, voilà. Et même si je commence à identifier, justement, avec mon squelette de plan, les endroits où je vais particulièrement pouvoir déployer, en fait, certaines réflexions, plutôt sur le processus, plutôt sur l'analyse esthétique. Mais je crois que, voilà, encore une fois, ça se construit aussi avec les outils qu'on découvre petit à petit. Donc, en l'occurrence, il y aura, pour ton rendu de thèse, il n'y aura pas une partie création, une partie recherche, ce sera vraiment entremêlé dans un seul document, c'est ça ? Oui, même si après il y aura quand même un endroit où le texte apparaîtra, je pense. Voilà, parce que, enfin, oui, pour le coup, je pense que ça aurait pas forcément de sens de fragmenter le texte. Je pense que l'objet doit quand même apparaître à un moment en bloc entre guillemets, quoi. Et Fardine, peut-être en 2 mots pour qu'on passe à Oui. la question après. Oui. Je vais un peu, comment dire, en réfléchissant par rapport, parce que c'est très, ça m'apporte beaucoup vos approches. Je pense que ça ne doit pas faire peur, recherche et création. C'est une chance dans un sens. Une chance dans le sens de quoi ? Il y a un clivage qui traverse les deux, la recherche et la création. C'est entre le deux mondes interprétatif, sédimental, et le monde présentiel. C'est un peu comme Rosa en parlait, comme Muriel en parlait, pratique, la matière et autres. Le côté... pourquoi je parle de ça ? C'est comme ton exemple, la pratique avec un musicien et autres, ça modifie, bouleverse les choses. C'est, vous voyez, je vois ces deux mondes, interprétation et monde corporel, présence, matière. Et dans les deux, pour distinguer qu'il ne faut pas confondre. Sémantiquement, il y a une confusion, je pense, qui fait peur, que la recherche, c'est le moteur de recherche Google. Pourquoi c'est pas ça ? Parce que si vous passez tout votre temps à chercher sur le Google, il n'y a pas de mémoire. La mémoire se construit par gestes, gestuels, actes, toucher, voir, sentir. Et on a besoin de tout ça pour construire la mémoire. Et l'acte de penser ne vient pas. Puisque moi, quand je vous entendais aussi, je le dis à moi-même, quand on s'opère, l'idée ne vient pas par une inspiration, le bon Dieu qui balance, il vient en élaborant, donc tout un processus d'élaboration très intensif, et puis recherche et création, pour moi, c'est l'instant où c'est pas élaboré. Encore... Vous voyez, en même temps, il y a les deux à la fois. Il faut faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas élaborer. On ne peut pas juste assembler des pensées différentes qu'on rassemble, mais il faut laisser venir quelque chose qui va apporter une idée nouvelle. Voilà, c'est un peu pour rassurer que recherche et création, c'est une chance. Ce n'est pas du tout hors le monde de la recherche qui est un monstre. Et puis, moi, je suis venu ici pour écrire, je suis venu pour faire une pièce de musique, mais en fin de compte, je me suis trompé. Non, c'est une chance pour que... et je pense que la question, c'est plutôt sortir du mental et aller sur terrain. Quand on a question, comme votre déambulation, écouter les dialogues, sentir les fleurs, etc. C'est tout ça qui donne cette fameuse inspiration fictive qu'on cherche. Oui, merci beaucoup. Je rebondis sur ce que tu as dit, Lucie, sur le recul. Le mot a été dit. Et c'est vrai que c'est une question que je me posais et qui peut peut-être intéresser les étudiants et étudiantes aussi en master. C'est quand on fait de la recherche, on attend de nous d'avoir une distance avec l'objet qu'on étudie.
Est-ce que c'est possible en recherche-création quand on vous demande de théoriser votre propre création? Et est-ce que c'est possible dans les temporalités inhérentes au doctorat en 3 ans, qu'on essaye de réduire de plus en plus d'ailleurs? Comment vous le vivez ça? Et donc sur la question de la temporalité, peut-être répondre aussi en même temps à très concrètement vos méthodes de travail. Est-ce que vous compartimentez les moments où vous travaillez sur la création et les moments où vous faites de la recherche temporellement? Est-ce qu'il y a des heures définies, des moments de la journée, des périodes de l'année, ou est-ce que c'est encore une fois énormément d'allers-retours et il y a des endroits où ça se croise d'emblée, quoi? C'est une vaste question, mais voilà, c'est le volet temporalité. Alors le début, c'est vrai que c'était long comme question. Le début, c'était la question sur la distance. Est-ce qu'on peut avoir une distance nécessaire quand on fait de la recherche-création sur notre propre objet artistique? Comment on fait pour avoir cette distance-là Oui, alors je pense que comme on le théorise en permanence, il y a une distance qui se met en place de manière presque comme un réflexe en fait. En tout cas, moi, c'est l'approche que j'ai, mais c'est difficile de donner une réponse qui serait globale, parce qu'en fait, on a tous, j'imagine, une approche très différente. Mais moi, comme je théorise chaque moment où je vais écrire ou chaque production écrite, ça permet un recul presque immédiat, et je le mets forcément en confrontation avec les textes que je lis pour la recherche. Et concernant la temporalité, effectivement, la recherche-création, c'est une chance, et j'ai l'impression qu'en fait, quand on est en recherche-création, sans vraiment le savoir, peut-être plus que pour une recherche classique, en tout cas de ma mince expérience, donc qui a été un mémoire de recherche en littérature, on fait toujours en fait de la recherche-création. C'est-à-dire qu'on est toujours influencé par quelque chose, on a toujours des idées qui viennent, ce qui est moins le cas peut-être pour une recherche un peu plus classique, où on a vraiment des moments où on travaille sur nos textes de corpus, sur nos textes théoriques. Quand il y a une partie créative, on est presque amené à être tout le temps les mains dans le cambouis, je reprends ton expression, et ça nous pousse à être un peu influencé par tout et par rien aussi, parce qu'il faut forcément que ça passe le filtre aussi de la théorisation. Mais moi, en tout cas, je sais qu'à ce niveau-là, je prends toujours mon carnet de fiches, ou mon carnet de notes sur mon portable, parce que j'arrive pas à me fixer à une seule méthode. Ça, il faudra que j'en parle aussi. Mais voilà, dès que j'ai une idée qui peut être en lien avec la création ou la recherche, je la note. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez... qui est tout le temps dans mon quotidien, pour le coup. Mais alors, pour la question des 3 années, moi, je vous avoue que je suis plutôt parti sur... 2 fois plus, plutôt sur 6 ans minimum. Donc la question se pose moins, mais oui, par contre, faire une thèse en recherche-création en 3 années, sans avoir d'œuvre au préalable, me semble de l'ordre presque de l'impossible, pour le coup. Donc là, c'est une question assez compliquée, parce que ça ne correspond pas au format des thèses plus classiques. Donc voilà, demander une thèse en 3 ans en recherche-création, moi, ça me semble... ce sera peut-être des choses à questionner, d'ailleurs, au niveau plus institutionnel. Mais ça ne me semble pas forcément très propice à l'exercice, en tout cas, ou à sa réussite. Je rebondis juste tout de suite avant de laisser parler les 2 autres, mais si tu théorises dès que tu crées, est-ce que tu n'as pas un regard évaluateur et jugeant qui commence à prendre trop de place et qui est presque inhibant pour créer, ou pas? Si, tout à fait, oui, bien sûr. Alors je théorise, mais ça ne veut pas dire que je porte un regard qui juge la création. Ça vient plus tard. Il faut laisser reposer un peu le texte et le mettre en lumière justement après la théorisation. Mais je laisse quand même reposer ma patte, et c'est pour ça que j'écris extrêmement lentement. C'est-à-dire qu'en 3 années de thèse, j'en suis à 35 pages écrites pour la création. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps. C'est une temporalité un peu particulière. D'accord. Super. Fardine, Lucie, sur cette question du temps, à la fois, comment on peut réussir à avoir le recul sur sa propre création, et comment vous travaillez temporellement sur la recherche et la création, ou les 2? Il y a le temps entre les 2, ou bien dans la durée de la thèse? C'est un peu... Parce que la durée de la thèse, je suis convaincu, 3 ans, c'est une aberration. En sciences, on va dire, dures, on appelle... Puis, c'est impossible. C'est possible, mais dans nos sciences autres, il faut plus de temps justement pour sortir de notre déterminisme, quoi. Il y a un temps de maturation, je pense que la pâte doit se recuite à ce moment-là. Mais entre les 2, je me suis rendu compte de quelque chose, même ces dernières années,
que justement, quand j'étais en résidence avec les jeunes et on travaillait, à ce moment-là, j'avais les idées les plus fraîches et les plus par rapport à toutes mes lectures et autres qui revenaient. Et là, c'est là où je me mets à écrire. Quand je me retrouve tout seul chez moi, devant mon écran, je ne suis pas très productif, même dans la recherche. C'est un peu... c'est vraiment... c'est quelque chose... Ça, c'est peut-être très personnel, mais quand je passe beaucoup de temps... Bien évidemment, quand je lis des livres et autres, c'est bien, mais l'écriture... J'aurais dit que je suis le plus productif pendant que je suis en création. Justement, en vous écoutant, je me dis, en fait, on a tous et toutes une manière peut-être de s'approprier, d'avoir nos moments plus propices à la création, à la recherche. Et je crois que ça fait aussi partie du travail de recherche-création, de comprendre et d'apprendre à savoir ce qui fonctionne pour nous, en fait. C'est-à-dire à quel moment on va être le plus productif, entre guillemets, à quel moment va être le plus propice pour nous, quels déclencheurs vont pouvoir nous aider à dépasser des blocages aussi. Encore une fois, dans l'écriture, il peut y en avoir plein. En dehors de la démarche de recherche-création, l'autocensure, l'auto-jugement, etc., c'est des choses qui peuvent arriver sans forcément faire de la recherche-création. Mais en plus, quand on rentre dans cette méthodologie-là, il peut y avoir encore une surcouche je trouve, du petit flic dans sa tête qui se dit « Attention, ça ne va pas rentrer dans ta recherche ». Et donc, je crois qu'il faut apprendre... encore une fois, déjà, la recherche ne doit pas être prescriptive de quelque chose, mais ça, je pense qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais oui, apprendre à comprendre comment on fonctionne, c'est aussi tout le travail, je crois, du doctorat qu'on peut initier un peu en master. Mais quand on n'est pas aussi passé par un master de recherche-création, c'est des choses qu'on doit déblayer assez vite. Et donc, d'où aussi cette temporalité des 3 ans qui, pareil, me semble pas très adaptée pour une thèse en recherche-création. Et je pense que, pour ma part, en tout cas, il y a vraiment eu des plages de plusieurs semaines où j'étais vraiment à fond sur le texte. Ça a été le cas en septembre-octobre, là où je m'étais aussi fixé comme objectif, il faut que je termine cette pièce parce que ça fait un moment que ça traîne. Et je pense que il y avait un espèce de blocage aussi, mais où là je me suis dit stop l'auto-jugement quoi aussi et je pense que ça, de me dire aussi là en fait c'est ma création qui est prioritaire. Et tant pis, en fait, si j'avance pas beaucoup en recherche ces prochaines semaines. Voilà. Et je crois que... tu parlais de recul, Chloé, et le recul, il est aussi à cet endroit-là. Parfois, d'oublier un peu qu'on va avoir à faire ce geste plus tard de recherche, ou d'oublier au moment de la recherche qu'on va avoir à créer... une espèce d'amnésie temporaire qui parfois peut aider, je pense, à avoir ce recul et à se saisir pleinement de ces allers-retours, quoi. Merci, oui, c'est très intéressant, cette idée d'auto-jugement aussi qui peut donc être quand même favorisée par la recherche-création, avec toujours revenir avec ce bagage théorique et conceptualisant. Mais non, c'est intéressant, j'avais encore plein de questions, mais le temps presse, donc peut-être une toute dernière avant de laisser la parole au public et surtout aux étudiants et étudiantes, mais il y a quand même une qui me tient à cœur, c'est sur les critères d'évaluation, pour voir si ce qui est attendu en doctorat, ça dépend, ça dépend de vos universités, est-ce qu'il y a une uniformisation ou pas? Alors est-ce que pour vous, les critères d'évaluation sont clairs? Est-ce que ce qui est attendu est clair ou pas? Et surtout les critères d'évaluation de la création. C'est-à-dire est-ce que vous savez comment votre œuvre artistique va être jugée?
On a parlé ce matin des critères du marché en disant qu'on essayait de les évacuer, mais est-ce que finalement, parce que je sais que dans certains jurys de recherche-création, il y a des éditeurs ou des libraires, donc là, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations que dans d'autres masters en recherche-création ou doctorats en recherche-création. Donc voilà, dites-moi. De ce que j'ai compris, c'est pas tant la création a priori qui va être évaluée, c'est plutôt la capacité d'articulation justement avec le volet recherche, avec notre théorie. Donc j'espère en tout cas qu'on ne juge pas comme jugerait un éditeur un manuscrit qu'il aurait reçu. A priori, je crois que c'est ça en tout cas à Clermont-Auvergne. Oui, à Clermont effectivement. En ce qui me concerne, la question la plus dure, c'est à la fin, quand tu nous la poses. Moi, je suis rattaché à un laboratoire d'abord sociologie. Donc en sociologie, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas fait d'études sociologiques. Donc c'était les grandes peurs de début, mais c'est là où ça m'a soulagé, c'est me dire il ne s'agit pas de devenir sociologue et puis pondre quelque chose, une thèse, entre guillemets, une pensée nouvelle dans le domaine de sociologie. C'est juste la capacité à comment régler par rapport à la question qui est posée, avec quelle méthodologie je pourrais inventer. C'est juste, voilà, m'autosuffire à ça. Je ne pense pas que la partie créative soit jugée en soi, mais les questions qu'il va soulever, justement, et puis viendront... voilà, je ne sais pas encore ce que j'ai apporté au côté sociologique, etc., ces réflexions, comment ils vont être évalués. Je n'ai pas de retour encore. Alors je ne veux pas inciter au vice, mais il me semble d'ailleurs qu'il n'est pas obligatoire de terminer son texte de création. Je ne sais pas si c'est le cas en master aussi, mais ça me semble assez fondamental pour ne pas être paralysé, justement. Voilà, tu parlais tout à l'heure des moments un peu plus où on avait plus de difficultés à travailler sur le texte de création. Alors là, des fois, ça bloque, et ça peut bloquer pendant des mois. Et des fois, on peut aussi estimer que c'est terminé sans être terminé. C'est aussi cette idée d'échec qui n'en est pas un, pour le coup. Ça fait partie du jeu de la recherche-création aussi. Et Lucie, Quand on a anticipé un petit peu tout à l'heure ce matin, quand on en discutait toutes les trois avec Muriel sur la question des critères, pour moi c'est pas très clair en fait. Quand j'ai reçu tes questions, je m'étais dit est-ce que finalement, moi je m'étais vraiment concentrée sur la question de l'évaluation de la démarche en fait de recherche-création, plus que l'évaluation de la création par exemple. Donc une démarche de recherche-création qui serait effective, qui serait peut-être dialogique. Mais c'est vrai que la question de l'évaluation de la création, je pense que ça revient aussi ça me renvoie aussi à des questions qu'on traverse avec nos étudiants en écriture dramatique, par exemple, quand on les évalue sur des textes. On fabrique, on en discute, mais on formalise pas non plus. Il y a un espèce de... je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il y a quand même une difficulté pédagogique à définir des critères vraiment d'évaluation d'une production créative. Mais on le fait quand même, en fait. Donc, voilà. Sur des critères. En tout cas, pour ma part, moi, j'évalue souvent l'engagement, la question de l'évolution aussi, puisque c'est des étudiants qu'on a tout un semestre. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours une question épineuse, en fait. Et donc, si on le rapporte au doctorat en recherche-création, forcément, on est en droit de se poser la question aussi de savoir de quelle manière est évalué cet objet-là, en tout cas, ou ces objets-là. Bon, ça reste en suspens, du coup. Oui, merci beaucoup. Effectivement, vous êtes à peu près d'accord sur l'idée qu'on n'évalue pas tant l'œuvre d'art que vraiment cette articulation, encore une fois, entre recherche et création. Est-ce que l'œuvre d'art a permis de trouver, de chercher ? Mais ce qui m'interroge, c'est que si les critères d'évaluation en doctorat de recherche-création sont censés, je crois, être à peu près uniformisés, mais de fait, il faudrait, pour que ce soit juste, que
on en parlait de ce matin, mais que les équipements mis à disposition des étudiants et des étudiantes soient donc aussi les mêmes, je trouve. En particulier au théâtre, qu'il faudrait que chacune ait les mêmes moyens techniques de son, de lumière, parce que sinon, c'est pas équitable, je trouve. Mais bon. C'est une remarque. Voilà, merci beaucoup. On va laisser la parole au public et aux étudiants et étudiantes. N'hésitez pas. Oui, mais dans certains masters de recherche-création, c'est vraiment la création littéraire qui est évaluée. J'ai justement, je crois, à Paris, oui, je ne sais pas si c'est à Paris 8. Mais dans son processus, c'est parce qu'elle inclut le mouvement de la recherche-création. Je crois qu'il y a un flottement. Hein. Il y a des jurys de thèse où il y a des éditeurs et des libraires qui évaluent vraiment la qualité de l'écrit. C'est pour ça que... Ouais. Mais pour notre manuel, il faudra vraiment faire cette distinction entre les masters parce que c'est très différent. Tu as raison, on n'avait pas parlé de la question des critères, je l'ai noté. C'est une question sur les critères dans le manuel. Je voudrais bien prolonger là-dessus après, mais laissons la parole d'abord aux étudiants pour revenir aux critères. Ok. Bonjour, merci à vous tous. J'avais une question, je me demandais pourquoi avoir choisi de créer, dans le cadre d'un master, d'un doctorat de recherche-création, qu'est-ce qui est porteur pour vous? Quels sont les avantages plutôt que de créer sans ce cadre en fait? Est-ce que ça aurait été possible pour vous ou plus compliqué? Voilà. En fait, je prends la parole, mais j'ai oublié mon idée. Alors, déjà, dans ma recherche initiale, il y avait quand même un peu de création qui ne se disait pas. C'est-à-dire que, par exemple, mon introduction, alors que le sujet ne s'y prêtait pas forcément au préalable, partait sur une description d'une scène de Twin Peaks, voilà, pour arriver ensuite sur Hiroshima. Et la conclusion formait une boucle et revenait sur Twin Peaks à la fin. Donc il y avait un aspect créatif que je n'avais pas du tout touché du doigt, mais qui m'avait un peu titillé, excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, et qui m'a poussé à m'interroger aussi sur ma pratique de la recherche. Et je sentais qu'il y avait le besoin d'avoir une approche sensible de la recherche. Donc y apporter de la création était le meilleur moyen en fait, de répondre à ce besoin, à cette envie. Et après, ça se prête particulièrement à mon sujet, qui est d'essayer d'analyser les peurs du Moyen-Âge en les mettant en relation avec celles du présent, ou plutôt de voir les peurs du présent au prisme du Moyen-Âge. Et en fait, avoir une mise en application dans la création permet de répondre au sujet d'une certaine manière. Si je peux rajouter aussi par rapport à mon processus, il y avait, par curiosité, je voyais que je n'étais pas au bout du sujet. Puisque je travaillais déjà avec ma compagnie de théâtre, on avait tout, mais je sentais que c'était pas suffisant. Donc j'ai fait un master de littérature, je voulais surtout pas faire un doctorat. J'ai vu que ça m'a énormément apporté déplacement. Je me suis écarté de moi-même et chaque fois. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le doctorat. Pour rebondir sur ce que tu dis, Fardine, j'ai un peu le même, j'ai eu un peu le même parcours dans le sens où à la fin du master, je me souviens très bien avoir écrit à ma co-directrice de mémoire en lui disant c'est bien pour ça que je ferai jamais de thèse. Enfin, j'étais vraiment pas du tout partie dans cette idée. C'était ma co-directrice, Karine Sarro. Et oui, pour moi, il y avait vraiment quand même à la sortie du master, je pense que j'avais beaucoup vu les difficultés de cet exercice-là. Et quand même, je pense, en rediscutant aussi avec Muriel, etc., parce que j'ai quand même aussi la chance d'avoir Muriel comme directrice avec Cyril Daudet, mais Muriel qui a aussi une pratique de l'écriture, et donc on peut échanger aussi sur ces questions-là.
et où on a pu discuter du comme tu disais, comment ça nous déplace aussi de faire ce geste-là, de l'adosser, de l'associer au geste de recherche. Et je crois que pour moi, c'est hyper stimulant et intéressant, en fait, dans l'écriture, de pas toujours faire la même chose. Enfin, je pense que sinon, j'aurais tendance à m'enfermer dans mes maniaqueries et dans mes obsessions d'écriture. Et même si je les aime bien, ces obsessions, je trouve ça vraiment très stimulant de les décaler comme ça, quoi. La recherche ouvre des possibilités d'écriture, en fait. Pour toi, par exemple. Oui, je dirais, ouais. Pas que la recherche, mais je pense que oui, ça permet un écart et une forme, comme tu disais, Fardine, de déplacement. Et puis, les écueils, sortir de ce déterminisme. Et puis de manière plus générale, j'ai l'impression qu'il y a quand même un appétit aussi à faire de la recherche autrement. Quand on regarde, je parlais de Vincent Lesnay tout à l'heure, Vincent Lesnay travaille sur les souvenirs, donc une forme littéraire du 19e siècle. Et il a senti le besoin de faire sa recherche, donc c'était pour son HDR, donc une seconde thèse dans le parcours d'un universitaire. Il a eu ce besoin de raconter, à la façon d'un journal, les coulisses de sa recherche. Donc il raconte par exemple comment il a croisé l'un de ses collègues qui lui a dit mais il faut absolument que tu fasses ton HDR, tu commences à être vieux. Enfin, c'est plein d'anecdotes, donc il y a une manière de faire la recherche autrement. On peut parler de Charles Coustillo-Fay aussi, qui a publié Parking Peggy par exemple, où il s'est intéressé à tous les parkings en France qui ont le nom de Charles Peggy, à une époque où Charles Peggy n'était pas encore forcément énormément lu. Et en fait, on sent qu'il y a des publications comme ça qui ont une espèce de besoin de se renouveler, de chercher un peu d'air frais aussi, dans une institution que je ne vais pas critiquer parce que j'aime profondément l'université, mais qui a besoin de ces nouvelles approches, de changer un petit peu ses méthodes vieillissantes. Alors qu'il faut préciser pour les nationaux, quelqu'un comme Vincent Lesnay est un chercheur académique. Absolument. Il travaille au 19e siècle sur les sociabilités. Oui, c'est un 19e. Pas en recherche-création au départ. Non. Oui, c'est vraiment un mouvement plus global pour le coup. Une question là. Vous m'entendez comme ça? Non, pas. Il arrive. Bonjour, je vous remercie beaucoup pour vos échanges très intéressants. Alors moi, je fais une thèse en littérature comparée. Je ne savais pas que ça existe, thèse de littérature et création, sinon j'aurais dû la choisir, je pense. Alors ma question, c'est que comment pourriez-vous trouver l'équilibre entre la création qui demande plutôt une créativité libre et la thèse qui est assez encadrée, qui est assez rigoureux pour les méthodologies et tout. Parce que quand j'écris bien mes poèmes, j'arrive pas à avancer sur ma thèse. Quand j'écris bien ma thèse, j'écris plus de poèmes. Voilà. Je peux répondre. Je reviens sur le processus élaboratif, beaucoup d'élaboratif, et au moment de la création, c'est pas élaboré. Ou bien, je donne l'image de ce qu'il dit Peter Brook, un espace vide. L'espace vide, en fin de compte, c'est très distinct. On construit beaucoup. La recherche permet de construire quels sont les murs, mais à l'intérieur, après, laisser libre de ce qui se passe. C'est un peu ça. C'est un processus encore. Ça ne va pas cadrer, mettre des définitions qui vont dire la fleur est comme ça ou telle chose. Voilà, si je donne ces images-là, si vous le complétez, les idées qui me viennent, c'est un peu ça, c'est-à-dire élaboratif le processus, mais au moment de la création, vraiment déchirer tout ce qu'on a, déchirer les pensées, mais laisser venir. Mais après, on revient. Oui. Oui, mais qui se vivent en même temps à la fois. C'est ça. C'est vraiment le terme. Les termes. Mais il faut se soulager de ça. C'est la vie. C'est-à-dire quand vous faites un œuf sur le plat, c'est comme ça. Vous dites, il faut que je maîtrise la température. Mais après, un bon plat, c'est un plat que vous n'avez jamais mangé. C'est-à-dire, là, vous inventez, vous improvisez quelque chose ou autre.
C'est pas la recette, voilà. C'est pas tout. Il faut la recherche ne doit pas vous finir par une prescription et une recette. Voilà, je ne sais pas si vous voulez. Mais je pense que plus qu'une séparation, qu'une espèce de truc un peu une césure interne où c'est, comme je le disais au départ. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien cette image-là du espèce de se tremper dans un bain, se tremper dans l'autre. Enfin, c'est plutôt nous qui nous déplaçons en fait que nous qui nous fendons en deux, quoi. Enfin, parce qu'en fait c'est ce qu'on fait, on fait les deux choses, alors pas forcément en même temps. Ça peut arriver qu'il y ait des idées de recherche et de création, soudain c'est l'illumination, c'est l'épiphanie totale, il y a quelque chose qui s'aligne, etc. Mais après souvent on fait l'un ou l'autre, mais je pense pas qu'on soit dans la césure pour autant, quoi. Mais c'est un apprentissage, je pense. Enfin, c'est un... Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en recherche-création qu'on fait toujours des métaphores, mais tout à l'heure, tu parlais d'aller-retour. Et c'est vrai, on est vraiment dans cette perspective d'aller-retour, et j'ai l'impression que notre travail est finalement au carrefour. On s'arrête toujours à des carrefours, en fait. Et c'est ça qui va faire se rejoindre les deux aspects. Donc, pour moi, il n'y a pas de scission entre les deux aspects. On réussit toujours à se rejoindre au bout d'un moment. Et à reconfigurer l'âme en une seule instance, pour revenir là-dessus. Peut-être une toute dernière question. On commence à 15h en fait. On commence à 15h. Éline peut-être Je me demandais quelle place avait le regard des autres sur votre création. Est-ce que vous arrivez à passer ce cap d'être lu? Parce que c'est un des enjeux dans le master de Clermont, mais même dans les autres masters, j'imagine que c'est comme ça, être lu, avoir ce retour vraiment de lecteur. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup handicapée quand j'avais fait le master et qui finalement avait débloqué énormément de choses, surtout en deuxième année pour le master. Et je me demandais justement si c'était pas ça finalement qui nous permettait d'avoir du recul aussi sur notre travail. C'est vraiment le regard des autres, sans parler de jugement, de critique, de ah non tu devrais faire comme ça, mais vraiment avoir un point de vue totalement autre, même de quelqu'un qui n'est pas du tout expert en telle thématique qu'on aborde, etc. Quel rapport est-ce que vous avez à être lu? C'est marrant parce que je pense que ça rejoint un petit peu notamment ce qu'on fait dans le séminaire dont Muriel a parlé ce matin, Art du texte, qu'on fait depuis 3 ans. Et je crois que la toute première séance qu'on avait faite, c'était moi l'invitée. Donc j'ai un peu essuyé les plâtres aussi de ce format qu'on a inventé au fil des années. Et pour moi, ça avait été, je pense que ça avait été un peu intimidant de délivrer les premières esquisses de mon texte, alors que je l'avais fait lire à personne, enfin, même pas à Muriel, je pense, au début. Et en fait, déjà, l'exercice est vraiment super, parce que le fait de devoir se taire et de juste écouter les lectures et les interprétations, du coup, de ce sentiment de crainte de départ, en fait, ça a été comme ce que tu dis, comme pour toi, une super ouverture sur des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé qu'il y avait dans mon texte, et au contraire, ouais, alors que le texte n'était pas du tout terminé, que c'était vraiment un début, je pense que ça a semé des petites graines en fait pour la suite. Et je crois que c'est aussi ce qu'on fait quand, dans nos cours d'écriture dramatique, où on a un temps, enfin moi je leur fais faire un temps d'écriture de 3/4 d'heure, 1 heure, et après tout le reste c'est vraiment du temps de lecture et de retour collectif. Et en fait au départ effectivement il y a une énorme crainte, mais c'est super parce que il y a toujours des choses qui émergent en fait, que ce soit en termes
référence ou de retour de lecture, d'interprétation, de fantasmes, de rêveries sur les textes. Et c'est toujours... moi, j'ai l'impression que c'est toujours bénéfique, en tout cas. Après, alors, pour le coup, pour revenir sur la question de la thèse en recherche-création, je pense que là où il y a une petite... quelque chose d'un peu différent, c'est la lecture. Peut-être de confier le texte à nos directeurs ou directrices de recherche. C'était une de tes questions d'ailleurs, Chloé, que tu n'as pas forcément eu le temps de poser, mais question de l'encadrement et du rôle de l'encadrant sur de quel regard il ou elle a sur l'objet qui est en train de se faire. Et forcément, moi, je pense que j'avais eu un peu plus d'appréhension quand j'ai confié notamment le texte final à Muriel. Mais voilà, après... Oui, pardon, du coup, j'ai pas... Et Corentin, peut-être vraiment 2 mots, si vous voulez répondre à cette question. Non, je t'en prie. Non, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ah oui, puis toi, c'est vrai, Fardine, c'est encore différent. Si c'est la création même, je pense qu'il faut s'en détacher de cette question-là. C'est comment dire, c'est comment dire, si on veut être auteur de la page blanche, si on se laisse envahir par être jugé par la suite, on n'écrira jamais. Et à ce processus, moi j'aimais bien auteur, acteur, et puis metteur en scène de ça. Voilà, il faut vraiment il faut écrire, et puis viendrait le jugement dernier. Ça serait, devant M. Saint-Pierre, on répondra. Et il faut vraiment s'en détacher. Je pense pas. Je pense qu'il faut C'est vrai, hein, c'est question que tu poses, c'est vraiment, on est hanté par ça. On est hanté par ça, mais il faut s'en libérer. Je le dis ça, mais je souffre de ça aussi. Hein. On va malheureusement devoir arrêter parce que le temps presse et qu'il faut qu'on fasse une petite pause avant la suite. Mais merci vraiment infiniment pour votre présence, vos questions. Merci Chloé. Et on peut continuer les échanges après de toute façon. Merci à Chloé pour ce... Oui.